You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life. Alright, bon, on peut commencer. Puis de toute façon, les personnes vont pouvoir regarder le live en rediffusion là, quand ça va être terminé. Donc, on peut commencer. Donc, bonjour, Alexandre, Olivier. Hello. Salut. Salut. Bonjour. Donc, comme vous le savez peut-être, le RU est en train de recruter donc un nouveau président, vice-président, trésorière et aussi trésorier, trésorière. Aussi, c'est pas parce que vous pouvez pas être président ou vous voulez pas être président qu'il n'y a pas des postes pour vous. Vous pouvez aussi être chargé de projet ou bien VP partenariat, VP événementiel, VP marketing. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Puis aujourd'hui, il y a Alexandre puis Olivier qui vont pouvoir vous partager votre expérience. Donc, je vais laisser Alexandre. Dans le fond, je vais faire un petit résumé. Alexandre, c'était un ancien VP du RU. Moi, j'étais un ancien président et membre du comité consultatif. Et Olivier, il est un membre actuel qui fait partie du RU. Donc, on va juste partager notre expérience pour vous donner le goût d'embarquer dans l'aventure puis de faire partie du RU. Ouais. Donc, merci Mathieu. Donc, dans le fond, bienvenue à ceux qui vont regarder la vidéo, que vous soyez 2, 10, 100. Moi, je vais rester franc-jeu. Je vais vraiment vous expliquer avec quoi j'en suis, quel bagage j'en suis ressorti dans le passage du RU. Et puis aussi, pourquoi ça serait intéressant pour vous si vous voulez éventuellement devenir entrepreneur ou bien juste en apprendre davantage sur le monde de l'entrepreneuriat. Donc, dans le fond, moi, je suis rentré là vraiment grâce à des contacts parce que dans le temps, le RU n'avait pas vraiment de budget pour faire du marketing ou plutôt, il n'en faisait pas du tout. Et puis, quand je suis rentré, moi, j'ai vraiment cherché pour réaliser vraiment une espèce de réseau, un réseau de contacts parce que c'est ça qui vraiment me motivait. Parce que je voulais partir à quelque part en tant qu'entrepreneur, réaliser un projet. Puis pour ça, je devais côtoyer des gens du même niveau, des gens qui pouvaient m'aider à entretenir cette espèce de culture entrepreneuriale. J'aimerais te poser une question, Alexandre. Est-ce que, selon toi, il faut absolument être un entrepreneur pour faire partie du RU? Parce que le monde pourrait penser, regroupement étudiant-entrepreneur, quand tu as fait partie du RU, on sait que tu as une entreprise présentement, mais est-ce que tu étais un entrepreneur ou bien tu voulais te partir en affaires? C'était quoi ton statut à ce niveau-là? Ouais, donc absolument pas. OK. Puisqu'il y a des postes où est-ce que, par exemple, si une personne veut améliorer ses compétences en marketing, elle va venir et elle va juste gérer le contenu. Ou bien une personne qui est en comptabilité. Moi, je me rappelle un peu de Abby. Je ne sais pas s'il va regarder la vidéo, mais tu étais là la semaine passée. Comptable, ça peut être la bonne expérience pour eux. Donc non, pas nécessairement. Puis les gens, lorsqu'ils vont venir, ils vont aussi... c'est ça, donc il y a 3 gros facteurs qui pourront en ressortir gagnant en rejoignant le RU. Donc de un, c'est ça, donc c'est le networking. Donc grâce à l'ACE, que je vais te laisser aussi expliquer, puisque moi, c'est vrai, je sais, mais toi, tu es très à l'aise avec ça. Donc si tu peux me mettre en contexte un peu, c'est quoi l'ACE, là? Oui, je peux le définir dans le fond rapidement. L'ACE compte plus d'une soixantaine de clubs entrepreneurs au Québec, donc des clubs un peu comme le nôtre, du cégep à l'université. C'est des clubs où ils font des projets. Puis l'ACE, c'est l'Association des clubs étudiants entrepreneurs du Québec. Je ne sais pas si je le pointe. Le logo de l'ACE, il est juste là dans le fond. Puis en gros, eux, ils organisent des activités, donc des concours de cas, des concours de pitch pour ses membres. Et il y a beaucoup de soirées réseautage aussi qui sont disponibles. Puis grâce au fait qu'on fait partie de ce réseau-là, on peut avoir accès à tout ça. Donc, quand tu fais partie du RU, indirectement, tu fais partie de ça. Puis tout récemment, ils ont fait un concours de pitch, un concours de cas, puis il y a même des prix à gagner. Donc, c'est vraiment une expérience incroyable. Puis là, avec la pandémie, il ne l'a pas eu, mais l'ACE organise un colloque, je ne sais pas si c'est bien prononcé, un colloque annuel avec un plus gros rassemblement de jeunes entrepreneurs au Québec. Tu as des conférences avec des entrepreneurs invités. Le monde va à Drummondville pendant 2 jours. On dort dans un hôtel. Donc, c'est vraiment incroyable comme expérience. Ça dure une fin de semaine. Là, pour l'instant, ça s'est fait plus en ligne. C'était plus des conférences. Mais voilà, donc c'est vraiment un organisme super. Ouais. Puis, donc ça, c'est un facteur assez énorme, marquant du RU. Donc, la possibilité d'agrandir ton réseau de contacts.
et Dieu sait que tu vas en avoir besoin éventuellement si tu désires partir un projet. Ensuite, au niveau, un autre facteur, c'est l'entraide. Donc, dans le fond, justement, je parlais de culture entrepreneuriale. Donc, le fait d'être dans un regroupement où est-ce que tout le monde un peu s'entraide et ont ce mindset-là de créativité, de vouloir aller chercher toujours plus. Souvent, c'est des gens qui vont te motiver dans peu importe ton projet. Donc, par exemple, moi, j'ai démarré un projet en même temps que je suis rentré dans le Réu, puis ça m'a grandement aidé parce que plusieurs personnes avaient des expertises qui m'ont permis de vraiment d'avancer mon projet. Et puis, enfin, ben, justement, ça peut vous permettre de développer et d'entretenir cette flamme entrepreneuriale. Si vous ne l'avez pas, puis si vous ne voulez pas la chercher, ben il y a rien de mal là-dedans aussi, mais pour les autres aussi qui veulent la chercher puis qui veulent entretenir ce désir-là de devenir entrepreneur, je vous conseille grandement de rejoindre le club. Puis je veux dire, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas vraiment de conditions, juste vraiment savoir si vous avez si vous êtes willing, si vous avez le désir, si vous avez un good vibe. Et puis, donc, c'est à peu près ça. All right. Donc, on peut passer à. Ben, moi, tu sais, j'ai travaillé aussi beaucoup avec toi, Alexandre. Donc, tu sais, j'étais président. Donc, c'est vraiment une expérience qui est vraiment très enrichissante. Donc, tu sais, j'ai pu collaborer avec la CE, donc faire le lien avec la CE, puis plusieurs entrepreneurs lors des événements. Ce qu'on a fait rapidement, on a créé un événement avec plus d'une cinquantaine de personnes sur les échecs en affaires. Donc, comment faire face aux risques, puis dans le fond, comment ne plus avoir peur de l'échec. Ensuite, ben, tout dernièrement, on a fait un e-book, donc on va parler un peu tantôt, mais la soirée de lancement, c'est la semaine prochaine. Puis sinon, ben, on fait plusieurs collaborations, plusieurs projets avec tous les membres. Donc, c'est le fun de coordonner tout ça. On s'est rendu jusqu'à 15 membres il y a un an. Donc, c'est le fun de créer une communauté étudiante. La relève est ici. Donc, il y a Olivier. Tu peux prendre la parole. Lui, c'est un membre actuel du RU qui s'implique présentement. Ouais, un membre actuel, mais qui n'a pas fait grand-chose en ce moment à cause de la COVID. C'est un peu poche parce qu'on avait prévu plein d'événements pour l'année 2022. Puis, dans le fond, ben, pour décrire un peu mon poste, moi, je suis vice-président au partenariat. Donc, mon but, en fait, là, c'est d'aller créer des partenariats autant à l'interne, à l'intérieur de l'université, qu'à l'extérieur avec des partenariats commerciaux, tu sais, des compagnies ou avec d'autres associations étudiantes, mais à l'extérieur de l'UQAM. Donc, c'est pas mal ça, en fait, ce que j'ai pu faire durant le peu de temps là, que j'ai fait partie du RIU. Je suis encore actif pour l'instant. Puis, c'est ça, en fait, le but, ça va être d'aller augmenter le nombre de partenariats, puis d'augmenter l'image là, pour la notoriété, en fait, du RIU, puis faire en sorte que plus de gens reconnaissent et connaissent cette association-là. Puis le pourquoi du comment, en fait, c'est un peu similaire à Alexandre. J'étais déjà entrepreneur, j'avais déjà ma business. Puis j'étais à ma dernière année, ben c'est toujours le cas, c'est ma dernière année d'université au bac. Puis je me disais, je ne m'étais jamais impliqué. J'avais pas fait tant de contacts que ça. Puis les gens que je connaissais, c'était plus des connaissances qu'autre chose. Puis je voulais en fait me créer un réseau puis utiliser un peu l'effet de levier du réseau en allant à l'université. C'est ça, je trouvais ça poche parce que dans les 2 premières années de mon bac, je faisais juste du in and out. J'allais à mes cours, puis après ça, je repartais chez nous. Fait que je connaissais des noms, je connaissais des personnes, c'était le fun durant des parties ou durant les soirées qu'il y avait, mais sans plus. Puis, je n'avais pas vraiment vu un plus value pour mon entreprise. Mais grâce au RIU, là, depuis que je me suis inscrit, ben c'est ça, je suis en contact avec plein de gens qui ont des inspirations qui sont similaires, des fois qui sont différentes, mais qu'on va dans le même sens. Donc, c'est super le fun de voir comment que les gens ils ont tous un esprit différent envers l'entrepreneuriat. Puis c'est ça, c'est pas juste l'entrepreneuriat, le RIU, c'est l'entrepreneuriat, l'intrapreneuriat, puis le reprenariat aussi. Donc, si vous connaissez seulement un sur les 3 termes, ben, je vous encourage à aller faire un tour sur le RIU. Ouais, puis petite capsule pour peut-être définir c'est quoi. Ben, l'intrapreneuriat, c'est quand tu entreprends au sein d'une entreprise. Puis le reprenariat, c'est quand tu reprends une entreprise qui existe déjà. Puis je pense que tu as mis le point sur quelque chose de vraiment intéressant. C'est ça, il
y a plusieurs types d'étudiants. Il y en a qui vont à leur cours, qui repartent chez eux, qui veulent parler à personne. Mais je pense que la force de l'université, c'est ça, c'est d'aller en cours, de faire des connaissances, de faire partie d'un regroupement. Puis moi, ce que je me souviens le plus de mon université, c'est pas mes cours théoriques, c'est les rencontres que j'ai eues avec les membres du RU, les projets qu'on a faits. C'est ça que vous Ouais. allez retenir. Je pense, Alexandre. Exactement, exactement. Puis des fois, ça serait bien de demander aux gens qui font du. Là, je te vise pas, je pense que 90% de l'UQAM font ça, là, du in and out. Là. C'est à se demander pourquoi tu as choisi l'UQAM, tu sais, parce que Mhm. même les gens qui vont aller à McGill, au HEC, il y a deux raisons. Oui, les cours, mais l'autre raison, c'est les gens qui vont y être. Parce que c'est grâce à eux qu'éventuellement, tu vas pouvoir mûrir dans ta prise de décision, agrandir ton cercle de connaissances, ton cercle de réseau de contacts. Et, en tout cas, je trouve ça dommage, les gens qui font juste juste pour les cours. Puis même les projets, tu sais, c'est vraiment juste des projets pour le cours. Surtout que c'est en entreprise. Bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en vrai c'est une question à se poser. Ouais. Puis après, pour continuer, ben écoute, la semaine prochaine, on va lancer le e-book, donc même heure, là, donc à 7 heures, si je ne me trompe pas, là, le mardi. Puis là, on va parler un peu plus des différents thèmes qu'on va aborder dans le e-book, puis du fonctionnement de la soirée. Juste vous donner un aperçu un peu de comment ça va se passer. Donc, je vais juste ressortir mes notes vite, vite. Donc, la semaine prochaine, mardi 1er février à 19 heures, on va présenter les 4 intervenants qui vont parler du e-book. Donc, il va y avoir Alexandre, Olivier, Anthony, d'aller plus en détail dans leurs expériences personnelles au sein de leur entreprise. Ensuite, on va présenter la préface qui a été écrite par Nicolas Duvernois. Donc, ça a pris plusieurs mois de suivi pour réussir à avoir une préface. Donc, on est très fiers d'avoir eu sa collaboration. Et aussi, donc, on va présenter les différents thèmes donc, du e-book. Et à la fin, ceux qui vont rester, on va faire un petit concours pour gagner une version papier. Donc, les différents thèmes, basically, on va revenir sur ça la semaine prochaine, mais c'est quoi les bases de l'entrepreneuriat? Donc, comme Olivier en a parlé tantôt, c'est quoi la différence entre intrapreneuriat versus entrepreneuriat? Ensuite, comment passer à l'action? C'est quoi le marketing, la comptabilité, la finance? Comment tu fais pour créer un projet, un produit ou un service? Et la partie qui va le plus rejoindre le maximum d'étudiants et de futurs entrepreneurs, ça va être vraiment tous les outils et les ressources qui existent en entrepreneuriat au Québec. Donc, on a plus de 180 noms de ressources, des livres, des idées de podcasts, des idées de films, des idées d'incubateurs. Donc, une liste incroyable d'outils aussi qui va permettre d'avoir un peu comme un coffre à outils entrepreneurial quand vous voulez créer un projet. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, donc, on va arrêter de faire de la promo. On va parler plus en détail de l'entrepreneuriat en général. Donc, Anthony, qui est la 4e personne qui discute avec nous d'habitude, n'est pas là aujourd'hui, mais il va être là la semaine prochaine. Donc là, ça va être vraiment moi, Olivier et Alexandre. On va pouvoir discuter de le premier thème. Donc, pourquoi se lancer en affaires? Donc, pourquoi un fou voudrait lancer son entreprise, pas d'argent, puis peut-être tout perdre, puis risquer quelque chose? Peut-être que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais pourquoi quelqu'un voudrait créer quelque chose par lui-même? Donc, c'est de où que ça vient, cette passion-là pour la création d'une entreprise? Je vais pouvoir donner mon point de vue, mais après, on peut commencer par Alexandre, après Olivier, puis je pourrais parler en dernier. Ouais, donc je pense que ça va rejoindre beaucoup de personnes. Moi, disons, j'ai eu l'opportunité de grandir dans une famille stable, avec une vie assez stable à Montréal. Donc, je n'ai pas eu ce besoin de se partir en affaires parce que je n'avais pas le choix, parce que c'était mourir ou manger ou mourir, ou ce style-là. Donc, moi, je suis vraiment... Pourquoi, moi, ma motivation intrinsèque pour partir en affaires, c'était vraiment de l'accomplissement personnel, accomplissement de soi, euh, qui est entretenu depuis mon tout jeune âge grâce à des livres que j'ai lus, et aussi je me vois comme vraiment travailler pour ma propre business. Puis pour moi, c'est ça. Donc c'est vraiment un accomplissement personnel euh, qui est ma motivation. Right. Tu as parlé de livres. Y a-t-il un livre en particulier qui t'a Ouais, donné le goût ben, de lancer? Je pourrais peut-être le ben mettre dans le chat en même temps. ouais, Encore le e-book, là, sur on pourrait. Au pire, on pourrait le faire la semaine prochaine, ou plutôt, ouais, OK, ben en grande la primeur, semaine Alexandre prochaine va dans révéler du la e-book. semaine prochaine son livre. Stay tuned. Ouais, créer du suspense, on aime ça en marketing.
créer du hype avant le Ouais. lancement d'un produit. Alright. Ben, sinon, Olivier, donc toi, pourquoi les gens deviennent entrepreneurs, mais pourquoi plus toi, tu t'es lancé en affaires? C'était quoi, de où que ça provient, tout ça? C'est tellement une bonne question, mais j'ai l'impression que il n'y a pas eu de déclic, en fait. C'est juste que j'ai toujours été comme ça. Il y a un truc, quand j'étais au primaire, c'est pas vrai, quand j'étais au secondaire, excusez, il y avait une journée de vente de Krispy Kreme. Puis là, c'est à ce moment-là que tout le monde va commencer à me détester puis ils vont faire crime qui est hypocrite. Puis moi, j'avais déjà saisi là, l'offre et la demande. Puis il n'y avait pas de limite sur la quantité de Krispy Kreme que tu pouvais acheter, mais il y avait une limite sur le stock qui était offert aux élèves. Fait que moi, je m'étais pointé super tôt le matin, puis j'avais acheté la majorité des stocks, puis je les avais revendus beaucoup plus cher à tous les étudiants. No way. Ouais. Fait que j'ai toujours aimé ça, vendre des affaires. J'ai toujours aimé ça. Là, c'est ça. Pour les Krispy Kreme, ben, le besoin, c'était pas un besoin criant pour quelque chose d'utile dans la vie. C'était juste pour augmenter ton taux de glycémie. Mais plus tard dans la vie, ben, j'ai réalisé qu'il y avait plusieurs trucs qui n'allaient pas dans le monde. Plusieurs. Il y en a énormément, en fait. Là. Il y en a très peu que je peux avoir une incidence dessus. Mais j'ai essayé de cibler ceux pour lesquels je pouvais changer quelque chose. Puis là, ben, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une agence de marketing. Puis notre but, en fait, c'est d'aider les entrepreneurs, les petites entreprises à se développer. Parce qu'on avait remarqué que les petits entrepreneurs, ceux qui étaient en démarrage ou ceux qui avaient une business qui renaît depuis des années, mais qui n'avaient pas une progression d'affaires ou un gros chiffre d'affaires, en fait, il n'y a pas de ressources qui sont disponibles pour eux. Ou s'il y en a, ben, c'est des ressources qui ne sont pas très, très utiles. Donc, c'est ça. On voulait leur offrir la chance de pouvoir s'épanouir autant que les grandes entreprises. Je pense que tu as mis le point aussi sur quelque chose d'intéressant quand tu dis pas que tu as crossé le monde, mais que tu as acheté des affaires pour les revendre plus cher. Tu sais, on entend souvent ça, tu deviens entrepreneur, mais c'est parce que tu es rendu riche, sûrement tu as crossé quelqu'un ou tu as fait de l'argent sur le dos du monde ou tu as tes employés puis tu te payes pas cher. Donc, tu sais, je pense que il y a une certaine. Ben là, l'entrepreneuriat, c'est de mieux en mieux vu. Tu sais, avec l'émission Dans l'œil du dragon, je pense que ça montre l'entrepreneuriat, le beau côté de l'entrepreneuriat. Mais je pense qu'il y a encore certaines personnes qui pensent que quand tu es un entrepreneur, c'est parce que tu sais, c'est pas toujours posé. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Oh. Oui, il y a une partie d'entrepreneuriat éthique et moral qui grandit ces temps-ci, puis ça, c'est excellent. Il y a beaucoup d'entrepreneurs verts, d'entrepreneurs sociaux, puis ça, j'adore ça. Puis pour vrai, c'est ma branche, là, c'est ce que j'aime. Okay. Mais l'image de l'entrepreneur, pour vrai, je trouve qu'elle a beaucoup baissé dans l'estime des gens, justement à cause de... Ben, il y a la COVID, mais il y a aussi, en général, je ne sais pas de où est-ce que ça sort, mais il y a des gourous qui ont commencé à dire aux gens, deviens entrepreneur. Puis, je suis sûr que vous avez déjà vu le meme où est-ce que c'est un gars qui fait juste dire entrepreneur. Puis, tu sais, c'est comme, il n'y a rien, il ne fait pas de travail, mais il se décrit comme étant entrepreneur. Tu sais, c'est comme entrepreneur, c'est une justification de pourquoi tu es pauvre puis que tu manges rien, tu manges 2 grains de riz la fin de semaine. J'aimerais rajouter de quoi sur ça vite. Il y a un gars qui parodie tout ça, il s'appelle FDB, Frédéric Degg Bérubé, je ne sais pas trop quoi. C'est le fondateur de Poche et Fils, Anthony Vandram. Il a créé un compte Insta, là, vous pouvez les voir, vous écrivez FDB sur Insta. Puis dans le fond, lui, il fait des blagues, des jeux de mots. Il dit, dans le fond, le meilleur endroit pour un dîner d'affaires chez Scores, parce que tu n'as pas besoin de vendre ta salade, il te la donne. Il ridiculise un peu le monde des affaires parce que c'est souvent sérieux. Puis, je pense qu'on a tous vu la vidéo du gars sur YouTube qui parle devant sa Lambo puis sa bibliothèque, qui dit voulez-vous rentrer dans cette formation en ligne, vous allez gagner 2 millions. Je pense que ça vient ternir l'image. Il n'y a pas un chat qui l'écoute, tout le monde fait ignorer. Là. Fait que, je pense que ça, c'est vrai qu'il y a certains entrepreneurs qui. Ben, ils le font pour les mauvaises raisons. C'est l'appât du gain. Les gens qui se lancent en entrepreneuriat, puis ça, j'en vois beaucoup parce que ces entrepreneurs-là, ils deviennent des entrepreneurs en démarrage, puis il y en a beaucoup qui finissent par venir nous voir. Ouais. Mais tu le vois dans le but, le pourquoi est-ce qu'ils veulent se lancer en affaires, c'est parce que je veux faire de l'argent. Mais parce que tu veux faire de l'argent, c'est une conséquence, mais ça ne doit pas être la cause de pourquoi est-ce que tu veux te lancer en affaires. Pour faire suite à ce que tu dis, tu peux continuer, là, mais je voulais savoir, vous, votre cause, pourquoi vous vous levez le matin, ça ressemble à quoi? Donc, si vous aviez une phrase pour résumer ça,
Donc, pourquoi vous. Je peux y aller, parce que j'ai posé la question. Moi, je me suis donné comme mission dans mes entreprises. Là, présentement, je fais MH Games. Donc, j'ai une entreprise qui crée des jeux, principalement des jeux mobiles avec mon cousin, puis des jeux aussi en personne. Donc, un jeu en particulier qui est en développement qui va faire bouger le monde. Donc, moi, c'est la promotion de la santé physique, la santé mentale. Donc, propager la joie et le sourire à travers le monde, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'entreprises qui mettent de l'avant l'environnement et tout, mais moi, je pense qu'au niveau de l'environnement, il faut qu'il y ait des gestes à grande échelle qui se font. Tu sais, c'est pas parce que j'utilise une palle, c'est sûr que tous les gestes font la différence, mais c'est de pénaliser les grandes entreprises et les grands pays qui polluent vraiment beaucoup. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce qui est aussi important, c'est la santé mentale, la santé physique. Le monde qui sont en dépression, qui n'ont pas une bonne santé mentale auprès des jeunes whatever, je trouve ça super important. Puis le sport, donc moi, c'est pour ça que je me lève du matin. Fait que tous mes projets, mes entreprises, c'est relié à ça. Donc, je pense que toi, tu en avais parlé un peu tantôt, Olivier, mais c'est rendre le marketing assez accessible, rendre le monde de l'entrepreneuriat plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Parce que présentement, si tu veux te lancer en affaires, les gens vont te dire oui, tu as des solutions pour te financer, tout ça, mais la vraie et dure réalité, c'est que si tu n'as pas d'argent, soit ça va prendre beaucoup de temps avant que tu te rendes là où est-ce que tu veux, ou soit tu ne vas juste jamais y arriver. C'est tough. On pourrait nuancer ça, on pourrait nuancer. Oui, certainement. Ben, c'est ma job d'aider ces gens-là. Fait que nécessairement, je suis optimiste par rapport à ça, mais c'est justement pour ça que j'ai créé mon entreprise, parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'aide pour ces personnes-là. Fait que la raison de pourquoi est-ce que je m'élève, c'est pour rendre le monde de l'entrepreneuriat plus accessible. Oui, parce qu'il y a un petit fait rapide, pour continuer sur ce que tu disais, quand tu dis que tu as besoin d'argent pour se partir en affaires. J'écoutais un podcast, je pense que c'était Les Dérangeants que ça s'appelle, par David Côté, là, celui qui a créé le Loop là, avec sa conjointe. Puis lui, ce qu'il disait, c'est que dans le fond, quand tu as une business qui change le monde ou qui est positive ou qui a un impact positif, aller chercher de l'argent, ça ne va pas être un problème nécessairement. En même temps, lui, c'était de sauver les fruits et les légumes. Donc, sa mission sociale est très forte, mais ça, je pense que ça dépend. Si tu veux aller chercher de l'argent auprès d'investisseurs, puis que tu dis mon but, c'est de vendre des cours en ligne pour me faire du cash, ben il va pas peut-être. Il n'y a pas de why derrière ça. Tu sais, tes intentions sont pas trop très, très bonnes au niveau. Il n'y a pas un impact social, mais je pense que si tu as un impact social, c'est plus facile d'aller chercher du financement auprès d'investisseurs privés, banques, whatever, ou même une campagne de crowdfunding. Essaie de faire du crowdfunding pour dire que tu veux acheter des beignes et les revendre $2 plus cher versus tu veux vendre prendre les fruits qui sont abandonnés puis faire des jus avec, tu vas avoir beaucoup plus d'argent en crowdfunding que le contraire. Fait que je pense que le monde, ils savent, puis ils mettent l'argent là où les valeurs sont là. Pas nécessairement, hein? Pas nécessairement. Le truc de divertissement. Aux téléspectateurs, tout ce qu'on dit, c'est nuancé. Il y a des projets super stupides comme une roche comme animal de compagnie qui fait des millions de dollars, où il y a de l'air qui vient il y a de l'eau, il y a plein d'affaires, ça dépend de l'exécution et tout, mais moi, je donne des exemples c'est juste des partages de connaissances, mais je sais que c'est tout nuancé. C'est vrai qu'en général, soit si tu veux avoir, mettons, là, du financement, les banquiers vont se dire, soit est-ce que c'est une bonne cause puis ça va avoir un bon impact sur le futur, ou soit il y a un potentiel de rentabilité qui est élevé. Fait que si toi, tu veux vendre des pet rocks, puis que les gens ils se disent « shit, that's the thing ». Même si c'est totalement useless d'avoir une roche chez toi, ils vont quand même potentiellement plus investir que j'entends les gens qui se disent « ouais, mais ce serait quoi comme un contre-exemple de personnes qui ne pourraient pas en avoir ». Mettons un dum-dum qui veut se partir une agence en marketing, que le marché est déjà overflow par plein d'entreprises. C'est plus difficile d'aller chercher du financement pour ça. Ou si tu veux faire, je sais pas, tu veux vendre ta formation ou que tu veux vendre... C'est ça. Je pense que mon point, si je peux corriger peut-être ce que je voulais dire, au final, je pense que ce que je voulais dire, c'est que ça serait peut-être plus facile d'aller chercher de l'argent ou peut-être que ça pourrait venir plus rapidement si tu as une touche sociale, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais sinon, Alexandre, savais-tu... si je peux donner mon point de vue par rapport à ça, c'est juste que le problème actuel, c'est comme un peu tu disais, Olivier, c'est que le problème, c'est que lorsqu'il s'agit d'une personne qui va prétendre faire ça pour une cause, par exemple, environnementale, mais ils vont camoufler, ils vont embellir l'image de leur entreprise en mettant des belles valeurs, une bonne mission, une bonne vision,
mais qu'au final, tu as un espèce d'écart éthique entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ça, c'est juste hypocrite. Et c'est là le problème des entreprises et c'est là le problème des gourous aussi. Les gourous Gourou, là, si tu viens me voir, là, pourquoi Pas tu me l'entreprise, pas proposerais quelque l'entreprise de chose? boissons, juste pour pas qu'on se fasse poursuivre. Non, 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 On pas parle pas gourou. de Non, je te l'entreprise parle. gourou des boissons. Non, ça, On c'est. parle Ça, c'est notre. c'est juste pour que les personnes pensent pas qu'on roast pas une entreprise québécoise qui va se faire Ouais, bien. non, Non, il n'y a pas de Red Bull, pas de gourou. Là, Ah, je c'est parle ça. vraiment des gourous sur YouTube, là. Hmm. Tu sais, s'ils viennent, puis ils ont une Lambo derrière et tout, mais qu'est-ce que tu fous sur YouTube, là? Qu'est-ce que tu fous? Genre, si t'es déjà milliardaire, C'est vrai. comme, il y a une poigne à quelque part. C'est juste que les gens, ils sont assez comme, en tout cas. Bref. J'ai Donc, entendu ouais, non, c'est à peu près ça. la pogne, je pense que c'est ça, c'est que le monde, ils font 3 000 par mois. Puis là, ils se disent, ah, j'ai réussi à faire 3 000, je vais partager comment j'ai fait 3 000 pour après me faire 1 million en vendant la façon de faire 3 000. Tu sais, c'est des personnes qui disent qu'ils vont réussir à faire ça, mais qui ne l'ont pas fait eux-mêmes. Mais si quelqu'un me dit, j'ai fait 1 million, je vais te montrer comment faire 1 million, je vais peut-être plus le croire. Mais là, s'il y a 15 personnes qui le disent, c'est qui dit là? Ou, ah, j'ai fait 100 000 Moi, de vente, puis j'ai fait 10 000 de vente nette. Tu sais, c'est pas super non plus. Mais ouais, qu'est-ce que tu allais dire, Alexandre? Justement, j'ai des amis qui sont partis très jeunes. Je veux dire, les gens, je crois qu'on en a reparlé au dernier podcast, là, tout ce qui est MLM, là. MLM et que les gourous, ils viennent en Lambo, puis ils ont contacté un de tes amis, puis là, tu vas le rejoindre dans son garage, puis vous êtes comme 12 à l'écouter, puis là, waouh, genre, il te fait miroiter plein d'argent et tout. Il va dire, écoute, je te paye même le billet à Dubaï bientôt, blablabla. Genre, c'est du bullshit, là. Genre, même là, en ce moment, hier, ça s'appelait, je pense, Omega, une rencontre du meilleur MLM speaker, conférencier. Il y a des millions de gens tant mieux si ça fonctionne pour eux, mais c'est pyramidal, c'est Ponzi scheme, Ben, c'est ça, il y a la limite du moi, je pyramidal. déconseille. Puis je sais de quoi tu parles. Il y a une entreprise qui vend des produits santé, il y en a une autre que c'est des cours pour la bourse avec un robot automatisé, d'autres que c'est des cosmétiques et tout. C'est pas pyramidal, mais c'est le genre de truc que tu t'engages des jeunes influenceuses. Après, ben là, tu vends des produits, tu fais des pubs sur Facebook, sur Instagram. Puis là, quand tu vends des produits, la personne a une cote, mais elle, l'argent, elle a fait en recrutant d'autres représentantes. Fait que là, elle recrute 5 représentantes. Fait que là, elle upgrade. Elle bronze, elle passe à argent, elle passe à platine. Là, les platines font des groupes de coaching. Là, après, les platines coachent les bronzes qui coachent. Puis là, après, là, tu fais la pyramide, mais c'est légal parce que c'est plus du marketing de. Comment on appelle ça? Du marketing pas d'influence. De réseau. Marketing L'affiliation. de réseau. C'est comme la réseau. version légale de la vente pyramidale, mais il y en a qui le font, là, ça, qui abusent, mais ouais. Ouais. C'est un sujet chaud à aborder. Deuxième point je vois que le temps est file, on voulait arrêter à 8 heures, mais on va donner un extra à tout le monde. Donc, juste un petit, une petite discussion sur c'est qui votre inspiration. Donc, tu sais, moi, j'en ai parlé un peu tantôt, c'est quand j'ai regardé l'émission Dans l'œil du dragon, c'est là que je voyais des entrepreneurs, François Lambert, Nicolas Duvernois, Daniel Henkel, Christiane Germaine, j'espère que je n'ai pas moffé son nom. Mais dans le fond, moi, c'est en voyant du monde comme ça, puis en lisant leur histoire, que je me suis dit, écoute, je me vois dans eux, c'est des personnes créatives, ambitieuses, j'aimerais me lancer en affaires. Donc, moi, personnellement, c'est la personne qui a écrit la préface, c'est Nicolas Duvernois, puis c'est pour ça qu'il l'a écrit, parce que moi, c'était mon idole, tu sais, fait que c'est pour ça que j'ai dit, on va aller chercher Nicolas Duvernois pour l'écrire. Puis j'adore son histoire. Pour ceux qui la connaissent pas, je vais essayer de la résumer sans faire des bouts de l'histoire, mais Nicolas Duvernois, il avait des planchers dans un hôpital après, ou avant ou après d'avoir créé une entreprise avec ses amis de restauration. Là, ensuite, ça a fait, ils ont fermé, donc avec ses amis, il n'y avait pas des forces qui étaient complémentaires, c'était un peu les mêmes forces. Fait que ça n'a pas fonctionné, mais il a vu que le breuvage qui se vendait le plus, c'était la vodka. Fait qu'il s'est dit, bon, je vais créer la vodka. Au Québec, on a de la bonne eau, puis c'est un des ingrédients. Puis en plus, il n'y avait pas vraiment de vodka québécoise. Fait qu'il a décidé de créer une vodka québécoise. Il est allé à la SAQ, il s'est fait refuser. Après, il a participé à un concours, il a envoyé un échantillon de sa vodka à Londres, je crois. Et il s'est fait rappeler quelques semaines ou mois, je ne sais pas c'est quoi le time-lapse plus tard, mais ensuite, quand il s'est fait rappeler, il avait gagné le titre de la meilleure vodka au monde. Donc, après, c'est beaucoup plus facile d'aller cogner à la porte de la SAQ et de dire, on a gagné la première vodka au monde, voilà. Mais lui, il n'a pas abandonné pendant tout ça. Il a continué de travailler, il a parlé de son idée à plusieurs personnes, puis là, il est rendu
Aujourd'hui, il y a plusieurs boissons. Donc là, ils viennent tout juste aujourd'hui de lancer une nouvelle boisson alcoolisée en collaboration avec Bockel. Ensuite, là, il est auteur, conférencier, dragon. Donc, lui, c'est ma plus grande inspiration. Donc, voilà. Puis si vous voulez en savoir plus sur lui, ben, je ne suis pas derrière, mais il a écrit des beaux livres. Le livre, selon moi, le plus intéressant s'appelle Vivre les idées folles. Donc, voilà. Yes. Olivier, veux-tu continuer? Je vais fermer la parenthèse. Sure, ouais. Moi, honnêtement, j'en ai pas un. Je vais chercher mes inspirations sur différents plans. Dans le fond, tu as nommé François Lambert. Ouais. François Lambert, moi, je l'aime beaucoup pour son marketing. Mm-hmm. Parce que lui, c'est du marketing, mais comme organique qu'il fait. Puis j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il fait avec sa gestion de communauté. Puis c'est ça, tout ce qui est la communication avec les gens. Je trouve que c'est un bon exemple de comment avoir une communauté forte puis qui t'aime. Mm-hmm. Sinon, évidemment, il y a Gary Vee. Gary Vee aussi, pour tout ce qui est marketing-wise, c'est The Guy. Sinon, un autre gars, que ça, il est un peu plus controversé ces temps-ci. En fait, ça fait longtemps qu'il est controversé, c'est Elon Musk. Elon Musk, moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime son I don't give a shit. Tu sais, il veut faire quelque chose, il va le faire. Puis, on peut être d'accord ou pas d'accord sur le pourquoi, sur comment, sur qu'est-ce qu'il fait, mais j'aime cet aspect-là de, tu sais, tout le monde lui dit, tu peux pas faire ça, puis lui, il fait, bah, fuck you, je le fais pareil. Tu sais, il voulait faire un lance-flamme parce qu'il voulait faire un lance-flamme. Il n'avait pas le droit de, c'est ça, il n'avait pas le droit de faire un lance-flamme puis de l'appeler lance-flamme, fait qu'il l'a appelé pas un lance-flamme, not a flamethrower, puis il l'a vendu pareil. Tu sais, c'est ce genre d'affaire-là que je trouve qui est intéressante à voir avec ce type d'entrepreneur-là. C'est sûr que quand tu regardes l'histoire au complet, il y en a des gens qui disent qui pensent que c'est lui qui a créé Tesla, mais c'est pas lui. Il est arrivé dans la business puis il a juste fait un whoop, it is mine. Mais ouais, c'est ça. mais overall, j'aime bien son côté, son audacité. Puis, c'est pas mal ça. Je pourrais faire une liste là, pendant 2-3 heures, là, mais on va garder ceux-là pour l'instant. Ouais, Elon Musk, c'est très bien. Puis, ce que j'aime aussi de lui, c'est qu'il a fait PayPal, il a eu beaucoup d'argent, puis il aurait pu, comment l'expression de mes professeurs, il aurait pu s'asseoir sur ses lauriers, whatever, puis dire, je m'en vais à acheter une maison dans le sud, puis je fais plus rien. Il s'est dit, non, je vais investir une bonne partie dans... je pense que c'était Tesla dans le temps, puis là, c'est SpaceX, ou ça, c'était après. Anyway, il a tout investi son argent pour créer encore plus de valeur pour le futur, puis pour la planète. Les autos électriques, c'est positif. Donc, c'est un entrepreneur dans l'âme. C'est pas... Lui, tu le vois qu'il ne fait pas ça pour l'argent. En fait, peut-être parce que là, grâce à Tesla, il vaut des milliards, mais il y avait déjà beaucoup d'argent, puis c'est ça qui est le fun. On dirait qu'il y a une certaine... qu'il y a un altruisme aussi dans tout ça qu'il fait pour le futur de la société. Là. Puis, à un moment donné, je voyais ça, qu'il dormait dans ses bureaux. Là. Puis, on dirait qu'il y a besoin du strict minimum. Ben, c'est ça. Puis surtout, il y a certains de ces projets que Tesla a permis d'augmenter, de réduire en fait le nombre d'années nécessaires pour qu'on réduise notre consommation d'essence puis qu'on utilise plus de modèles électriques de voitures. Mm-hmm. Puis le pourquoi du comment, je vais faire ça vraiment rapidement, là, c'est qu'ils ont décidé, je ne sais pas si vous êtes familier avec le modèle open source. Oui. Pour la programmation en plus, par contre. Oui, c'est la même chose. C'est juste que eux, ils ont dit, nous, on ne veut pas faire de l'argent, on veut rendre cette technologie-là accessible à tout le monde. Fait qu'ils ont rendu le modèle de Tesla, le Tesla Model 3, ils l'ont rendu open source. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de compagnies genre chinoises maintenant que tu vois, je pense que c'est NIO ou en tout cas, il y en a plein d'autres qui copient le modèle Tesla. Mais eux, c'est ça qu'ils veulent. C'est juste parce qu'en copiant ça, ils donnent un coup au marché des véhicules qui sont à essence. Puis ça fait en sorte qu'on avance plus rapidement pour ça. Fait que lui, il n'est pas drivé nécessairement par l'argent. T'sais, oui, évidemment, comme j'ai dit tantôt, c'est une conséquence. Mm-hmm. Mais la cause première, c'est lui, il veut sauver l'humanité, là, sauver la planète. Puis c'est ça que je trouve qui est très bien. J'avais aucune idée de ça, mais c'est fou. Là, j'avais aucune idée que c'était nice. Lui. Moi non plus, je ne savais pas. Ouais. T'as pas besoin de mettre d'espions commerciaux là, ou des...
OK. Peut-être qu'il y avait un c'est espion commercial intéressant. qui menaçait Tesla de révéler ça, puis il s'est dit tant qu'à faire, je vais le révéler moi-même. Tu sais, j'ai écouté les C'est ça. Suits dernièrement, c'était un entrepreneur qui avait créé quelque chose qui valait 20 millions. Il s'en allait se faire voler son idée ou je ne sais pas trop quoi. Il a dit ben, tant qu'à faire, je vais le mettre en open source, puis tout le monde va y avoir accès. Toi, si tu m'achètes mon produit, ça ne vaut plus rien. Mais il y a plusieurs, il y a des côtés positifs, négatifs. La société avance plus vite de cette façon-là, mais je pense que si toutes les entreprises feraient ça, il n'y aurait plus d'avantages compétitifs. Ça serait rendu une société où il n'y a plus de différenciation. Ta valeur ajoutée, c'est ça, c'est tes brevets, tes plans. Fait que si tu partages ça à tout le monde, tu n'as plus tant de raisons d'exister. Ça dépend de quel produit, là, mais par exemple, si tu as créé la prochaine tasse révolutionnaire, puis que tu as un brevet, mais que tu partages ton brevet à tout le monde ou que tu mets ça en open source, puis tu te dis, je m'en fous, copiez-moi, ben, il y a du monde, je pense récemment, il y avait quelqu'un qui avait créé, c'était quoi? Ah oui, un truc, dans le fond, c'est un récipient là, pour mettre du liquide, puis quand tu mets de l'eau, ça va dans des shots pour le bar. Fait que, c'est comme un truc, puis c'est quelque chose de très simple. Puis tout, la fille, elle a créé ça avec une imprimante 3D. 3 semaines plus tard, tu avais du monde sur Alibaba qui le vendait 30 cents l'unité. Mhm. Donc, ou le fidget spit, non pas le fidget, les cubes, les cubes fidget là, d'une entreprise que j'avais backé sur Kickstarter. Moi, j'ai acheté ça et tout. Ça valait 15-20 $ le cube avec tout l'emballage, les officiels. Puis les Kickstarter, tu finances avant de recevoir ton produit. Fait que 6 mois après, quand le produit était disponible, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y avait des personnes en Chine qui vendaient déjà le produit à 2 $. Fait que tout ça pour dire que c'est faire attention là, souvent quand le monde y copie les idées, mais en même temps, une bonne idée va souvent se faire copier. Je pense qu'on en avait parlé avant là, que quand tu as une bonne idée, mettons TikTok, ben là, tu as YouTube qui font la même chose, tu as Instagram et tout. Fait que, ouais. On n'est pas rendu là, il n'y a pas encore, je l'ai dit, là, il y a des entreprises comme NIO en Chine, mais ailleurs dans le monde, Tesla, c'est the one en termes d'électrique. Puis il y a des compagnies qui ont décidé de faire des versions électriques de véhicules, mais ils ne sont pas tant inspirés par Tesla. Fait que moi, je pense que les gens qui achètent Tesla, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix présentement. Puis après ça, ils vont peut-être acheter pour la culture entrepreneuriale ou si tu aimes la personne derrière pour encourager quelqu'un ou encourager la compagnie. Ça coûte Moi, j'achèterais. Mettons que moi, je veux avoir le modèle de Tesla, le open source. Est-ce que ça coûte une certaine licence pour les autres entreprises ou peut-être que tu n'as pas l'information? Là? Je ne sais pas. Normalement, quand c'est open source, c'est gratuit. Mais... Oui, c'est ça, mais ça m'étonnerait de moi pouvoir avoir les plans devant mon ordi. Je ne sais pas, rendu là, on va le mettre dans le chat, les plans du modèle. Mais ça me fait penser à. Je vais chercher. Mettons, on prend Starbucks, OK? On pourrait, par exemple, Starbucks pourrait partager leurs recettes. OK? Tu partages leurs recettes. Est-ce que c'est parce qu'ils partagent leurs recettes que quelqu'un va pouvoir créer un café aussi populaire? On s'entend qu'une bonne partie d'une brand, c'est l'image de marque puis la communauté. Fait que je pense que le branding, même si Tesla partage leur affaire, ben, tout le monde va acheter une Tesla parce qu'ils veulent le logo Tesla. C'est ça qui aime ça, show off. Qu'est-ce que vous en pensez? Entièrement d'accord avec toi. Mais ouais, donc écoute, il ne reste plus beaucoup de temps. Alexandre, il restait toi à partager une ou plusieurs de tes inspirations. Donc, quelqu'un qui t'impressionne. Ouais, mais justement, par rapport à Elon Musk, là, c'est incroyable à quel point les gens y investissent vraiment, pas juste pour la compagnie, mais parce que la compagnie est backed par Elon Musk. Tu sais, parce que, par exemple, les promesses là, de Roadster, la 3, là, Roadster 3, Model, whatever, genre, eux, ils ont promis qu'ils allaient le délivrer comme ce modèle-là, je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je sais que ils respectent jamais leur échéance, puis ça passe. Ça passe parce que les gens ont juste foi en Elon Musk, puis ça fait partie du personnage, tu vois. Donc, ça, c'est un autre point. Mais, OK, personnellement, j'ai eu cette flamme entrepreneuriale très tôt, très jeune. J'ai été plongé dans des livres Napoléon Hill, Dale Carnegie, qui est un très grand écrivain et conférencier américain. Et je vous conseille, ceux qui regardent en ce moment, de lire How to Win Friends and Influence People, un des livres les plus incroyables, je crois. Ouais. Et puis, suite à ça, ben, je suis rentré dans le regroupement entrepreneurial et c'est de là que tout a start. Donc, pour tout vous dire,
si vous voulez start en affaires, rejoignez le club. Puis c'est tout. Je pense que c'est un beau mot de la fin. Écoute, je pense qu'on va y aller avec ça. Je ne sais pas si, Olivier, tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste répondre à ta question par rapport à Tesla. Dans le fond, ok. j'ai trouvé, puis oui, c'est encore gratuit. La Ok. seule affaire, c'est que c'est pas available online. Il faut que tu contactes Tesla, puis ils te font signer un truc comme quoi est-ce que tu ne vas pas les poursuivre. Tu sais, si toi, tu crées le pattern à partir de Tesla, tu ne peux pas poursuivre Tesla parce qu'ils utilisent le même pattern que toi. OK. Et that's it, c'est tout, puis ils te le Autre donnent. question peut-être pour de follow-up. Le Cybertruck que Tesla, on pouvait réserver, que tout le monde réservait dans leur story puis partageait le dépôt de 250 il se passe quoi avec ça? Est-ce que c'était juste un rêve ou c'est la réalité? Est-ce qu'ils sont en train de le construire? Je ne sais pas si vous avez une réponse, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on parlait, mais Ouais, ben c'est clair qu'ils vont le construire. C'est comme les experimental cars, ou je sais pas trop, les exotic cars. Tu sais, les voitures weird là, qui font plein de modifications là-dessus. Ou comme le Roadster, mettons, OK? Le Roadster, ils l'ont fait, mais c'est une voiture qu'il y a peut-être genre, je sais pas, là, une centaine, des milliers de personnes qui l'ont acheté pour vrai. Fait que le Cybertruck, ça va peut-être être la même affaire. Là. Peut-être juste une gimmick. ben, je disais ça parce que j'en ai pas encore vu un dans les rues. Tu sais, aucun au Québec, aucun au Canada. Je pense aux États-Unis, là, il y a Elon Musk qui l'utilisait. Fait que je me disais, écoute, ça s'en vient-tu ou ça s'en vient pas? Parce que je sais qu'il y a du monde, dont Olivier Primo, qui avait mis en story, qui avait réservé pour 250 un truck qui vaut plus de 50 000. Je sais pas c'est quoi le prix, là, je vais pas dire n'importe quoi, là, mais ouais, ça, puis de la tequila aussi. Je pense qu'il avait lancé une tequila un moment donné, mais ça, c'est une autre affaire. Mais ouais, c'est ça. Donc, je me demandais, je voulais voir c'était quand que la prochaine voiture Cybertruck allait être aperçue à Montréal ou whatever. Sur Tesla, ça dit qu'il y a 1 million de réservations qui ont été delayed à 2023. OK, 1 million, combien ça coûte, ce petit truc-là? Quand même cher. Je ne me rappelle plus c'était combien. Moi, je crois que on va finir le débat avec une question ouverte. Et je pense que c'est ouvert à toi, Olivier et Mathieu. Là. Moi, j'ai le livre là, de Elon Musk. Okay. Je l'ai lu. Puis là, si je te repose la question, tu sais, on revient un peu à ce qu'on a dit précédemment. Okay? Les entrepreneurs, ils ont toute une raison. Puis lui, si tu pourrais me décrire la raison d'être de Tesla, c'est quoi pour toi? Écoute, je pense qu'on est mieux de ne pas répondre. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? On pourrait écrire la question en commentaire. Okay. Ceux qui, en rediffusion, Alexandre, si c'est possible d'écrire la question en commentaire. Mais la raison d'être, c'est. Mais pour que le public puisse ceux qui écoutent le live, pour savoir qui l'a écouté jusqu'à la fin. Là. Comme ça, ils vont répondre. Puis, ça pourrait être d'engager le monde qui lit, qui regarde le live. C'était plutôt une remise en question parce que si sa raison d'être, c'est aussi de promouvoir toute l'éco-responsabilité, de l'énergie propre, etc., pourquoi t'envoies une Roadster en orbite autour de la Terre? Tu sais, quand on parlait d'espèce d'hypocrisie des gens, des fois, si. En tout cas, bref, ouais, tout ça. Mais c'est un coup marketing, après, que ce soit un coup marketing ou pas, c'est quand même, je veux dire, ça a fait quand même. Non, c'est vrai. Pour envoyer une voiture dans l'espace, je veux dire, je pense que consommer, ce que je consomme en une année comme d'énergie. Peut-être même plus, je sais pas. Bref. C'était à peu près. Écoute, merci beaucoup d'avoir participé. Puis pour ceux qui vont regarder le live, on se dit à la semaine prochaine. Dans le fond, le lien du live, ça va être la même chose que ça, mais on va comme partager le live dans la discussion de l'événement. Donc, c'est comme ça que vous allez avoir accès au live. Sinon, à 7h, mardi prochain, connectez-vous sur la page du RU, puis on devrait apparaître dans votre face. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui nous ont écoutés, qui vont nous écouter. Et donc, à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bon, c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressées par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina.
don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.